Voilà, je crois que vous pouvez applaudir et puis surtout accueillir notre invité, Emmanuel de Meulemuster, le chef décorateur, production designer du film qui va me rejoindre après les félicitations d'usage qui me semblent importantes. Emmanuel, je vous en prie, venez vous asseoir ici face au public. Merci à vous tous et toutes d'être restés pour cette discussion. Donc, on va parler très rapidement de votre travail sur le film Mal d'Aurore, qu'on imagine conséquent. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on apprenne un petit peu à vous rencontrer peut-être et à essayer de comprendre d'où vous venez, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier de chef décorateur et production designer. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis la plus tendre enfance? Comment s'est fait cette vocation? C'est plutôt le fruit du hasard, c'est le fruit de rencontres qui se sont faites, puisque j'ai fait des études d'art et tout ça. J'ai travaillé dans la peinture et tout ça un certain temps, et puis au début des années 90 à Bruxelles, quand je suis arrivé à Bruxelles, que je me suis installé ici. J'avais besoin de travailler, et donc en fait j'ai commencé à travailler en déco avec Pierre Renson, qui est un grand décorateur belge. Et voilà, on a à peu près le même âge et tout ça, et en fait j'ai commencé à travailler avec lui en recherche de travail. Je connaissais pas très bien je connaissais évidemment le cinéma, etc., mais je n'avais jamais pratiqué le travail dans le décor de cinéma, si ce n'est que dans ma pratique, quand j'habitais dans le sud de la Belgique avant, on organisait des expositions, on travaillait quand même un peu, voire beaucoup même de nos mains, et on fabriquait des choses. Donc il y avait une pratique, une expérience et tout ça par rapport à ça. Et puis en fait, j'ai travaillé avec lui pendant, je pense, un an et demi, et c'est lui qui m'a appris toutes les bases. C'est un très bon professeur à ce niveau-là. Et donc votre formation, c'est plutôt les arts plastiques à la base? Oui, c'est les arts plastiques. Et est-ce qu'il y avait un intérêt pour le cinéma déjà qui préexistait à cette Oui, rencontre? Oui, il y avait un intérêt, puisqu'on a avec un ami, mon ami Daniel, on avait fait déjà 3 films en Super 8 dans les années 80, quand on était étudiant et à la fin de nos études. Et on a refait, c'est avec lui que j'ai refait un film en 2024, là, qu'on a projeté à Palace. Il y a juste un an. En fait, ça fait pile un an maintenant. Donc il y a un amour du cinéma et une pratique en Super 8 complètement bricolée avec les moyens du bord à l'époque. Donc il y a un rapport en tout cas affectif avec ce médium. Et donc cette première rencontre sur un plateau pendant un an vous convainc. Et comment ça se passe à ce moment-là? Comment est-ce que vous enchaînez? Qu'est-ce qui fait que en fait, ça prend? J'ai arrêté avec lui, parce que je travaillais dans une école d'art et j'avais un peu plus d'heures, etc. Et donc j'ai pu arrêter ce travail, alors qu'il était, ça devenait très intéressant. J'avais commencé par d'abord juste démonter des décors, et puis après être sur le plateau c'était surtout de la pub à l'époque. C'était il y a quand même 35 ans, donc la pub était très très vivace et très productive à l'époque. Mais ça s'est complètement arrêté. Moi, j'ai continué ma pratique de peinture, et je travaillais dans des écoles. Et en fait, c'est dans les milieu des années 90, en fait, que Vincent Tavier, ici présent, est arrivé avec une proposition où Benoît Poulvord était à Paris,
Et on lui proposait de faire une série de petits épisodes qu'il a appelé Monsieur Manhattan. Et en fait, sa condition, c'était de le faire en Belgique avec son ami Vincent. Et donc, Vincent a mis sur pied une équipe de cinéma. Hein, on devait être à 6 à l'époque, pour tourner tout ça avec 3 Français et 3 Belges, genre. Et puis, voilà, en fait, comme j'avais un peu d'expérience, évidemment, il m'a proposé de m'occuper de la déco. Et on a commencé comme ça, et puis en fait, depuis lors, ça ne s'est plus arrêté. C'est un heureux hasard, et avec Vincent, on a fait beaucoup de choses. On a fait plein de pubs et tout ça dans la fin des années 90, des choses assez étonnantes. Et puis des courts-métrages d'amis, de Guillaume Malandrin, de Martine Doyen, etc. Enfin, des choses qui sont... Et Fabrice Duels en 99. Et puis, voilà, on ne s'est plus quitté depuis. Et les personnes ont fait des longs-métrages. Et voilà. Donc c'est le premier court-métrage avec Fabrice Duels en 99. Et puis il y a 5 longs-métrages qui suivent derrière. Ça devient votre métier, du coup, à ce moment-là. Il n'y a plus vraiment d'aller-retour avec d'autres choses. Non, c'est ce qui caractérise un petit peu ma manière de faire du cinéma et tout ça, c'est qu'en fait, comme je travaille dans l'enseignement, j'ai la possibilité de choisir les projets sur lesquels je travaille. Donc, je suis très libre et je peux en même temps travailler à long terme, travailler très longtemps en tout cas avec les réalisatrices ou les réalisateurs avec lesquels je pratique. Et donc c'est assez... en tout cas pour moi, c'est la manière qui me convient pour faire ce travail. J'ai besoin de temps pour discuter, développer. Voilà. Donc, si je compte bien, c'est une trentaine d'années de pratique pour vous. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous décririez votre métier à la fois d'un point de vue très technique, mais aussi plutôt plus émotionnel ou artistique ? On voit vos documents, en fait, ouais, à l'écran. En fait, c'est peut-être une bonne base pour commencer à parler concrètement du métier, par quoi ça oui, commence. Oui, c'est ça. Mais on pourra peut-être juste l'envoyer après, parce qu'il va falloir que je le commande avec la petite télécommande. Mais non, pour moi, ce qui me plaît particulièrement, je trouve que c'est une chance de pouvoir le faire comme ça. C'est vraiment une chance de pouvoir être libre, de travailler comme ça avec les personnes. Et ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, contrairement à la pratique de la peinture, c'est que en peinture, je suis complètement seul à travailler. C'est vraiment un travail solitaire. Il n'y a personne qui intervient. Et le cinéma, c'est exactement le contraire, quoi. C'est absolument à l'opposé. Donc c'est un travail qu'on fait pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Et avec une équipe et tout ça, avec un partage où c'est impossible de faire ce travail seul, évidemment. Et puis parce qu'il y a ce commanditaire pour lequel on travaille, donc on est en quelque sorte au service du projet, du réalisateur qui porte son scénario et son film et tout ça. Donc ça c'est quelque chose voilà, c'est deux aspects très opposés, un peu paradoxaux, mais tout à fait agréables à pratiquer. On va parler un petit peu de maintenant la mise en pratique de tout ça. Par quoi ça commence quand vous avez une relation de travail comme ça, sur le temps long et dans la fidélité avec Fabrice Duels notamment? Comment commence le travail sur un nouveau film? Qu'est-ce qui se passe au tout début? Eh bien, la toute première chose, c'est la lecture du scénario. Donc, en fait, avec Fabrice, on travaille dès le début. À partir du moment où il y a une version du scénario qui est écrite, en tout cas, il me l'a fait lire. Et donc,
tout ça se fait 1 an ou 2 avant le tournage. Et c'est voilà, une manière de travailler que je trouve voilà, très exemplaire. Voilà, je travaille aussi actuellement avec Savina, parce que je la vois là. Et on travaille de la même manière. C'est vraiment un travail de très longue haleine à l'avance et tout ça. Et en fait, le fait je pense que le fait que le réalisateur travaille en premier avec son chef décorateur, c'est parce que ça permet en fait d'amener une visualisation de l'espace du scénario, de commencer à réfléchir aux espaces à l'intérieur desquels le scénario va pouvoir se développer. Donc, c'est l'espace et l'esthétique du film qui peuvent être mises, discutées en tout cas. Et voilà. Et quels sont vos premiers outils à ce moment-là? Quelles sont les premières choses que vous produisez du coup? Est-ce que vous m'avez parlé de visuel, vous m'avez parlé de mots aussi. Ouais. Qu'est-ce qui vient en premier? Le premier travail qu'on fait, c'est cette sorte de mood board qui sert un peu aux producteurs à aller démarcher, et qui est une sorte d'objet visuel qui interprète les envies de la réalisatrice ou du réalisateur, et qui permet de visualiser quelque chose, quoi. C'est un point de départ pratique. Donc c'est une méthode comme ça très empirique et tout ça, qui se fait avec réflexion à partir d'expériences et de choses matérielles concrètes. Et après ce mood board, qui est un premier objet, à partir de là, après, on peut commencer à travailler sur le scénario. Et de quoi est fait voilà. le mood board? C'est quel type d'images? D'où elles viennent? Comment est-ce que vous les c'est des images qu'on choisit ensemble, et c'est plutôt des photographies, des peintures, donc des photographies réalisées par des artistes plutôt. On se rend compte que c'est plutôt ce type de choses qui en fait arrivent à transmettre un fond, une idée, un contenu, quoi, plutôt qu'une simple photo documentaire. Et donc on les choisit, après on les associe pour essayer de commencer à raconter un petit peu une histoire, quoi, l'histoire du scénario. Est-ce que vous avez en tête des peintures ou des photographes que vous avez utilisés pour Mal d'Aurore en particulier? Est-ce que ça revient? J'imagine que c'est il y a longtemps. Oui. Il y avait pas mal de photos de... mais c'est toujours le moment où le nom ne revient pas. Oui. C'est un peu compliqué. Je n'arrive plus bien à retenir c'est un vrai petit carnet, parce que vous m'expliquiez que ça sert aussi à communiquer, là, en l'occurrence, avec les futurs voilà, partenaires du projet. Graphiquement, l'objet est aussi un peu travaillé. Donc, c'est pas juste des A4 avec des éléments disposés dessus. Donc, c'est en général un objet qui traduit aussi quelque chose. Ici, en l'occurrence, Fabrice avait pensé au carnet de Paul Chartier, tout ça, comme si son carnet avec ses annotations et tout ça dedans. Et donc, on a reconstitué un carnet en collant sur ce carnet des images, en écrivant des choses. Donc, il y a un travail graphique qui peut être important, où il y a le contenu est traduit graphiquement, et puis remis en page, intégré, et tout ça. C'est un travail assez... en tout cas, moi, c'est un travail que j'aime beaucoup, parce que c'est le début de la recherche des intentions visuelles, etc. Et puis, voilà, on a des outils à disposition maintenant qui sont quand même assez efficaces au niveau de la recherche de documentation et tout ça. Ça peut être riche.
Ça, c'est le premier outil. Alors, on a discuté un petit peu avant cette masterclass. Et ce qui m'a surpris, c'est que vous m'avez expliqué qu'après, vous passiez plutôt par des mots et qu'après avoir eu ce premier support visuel, la suite du travail, ça se déroulait autour de mots. Voilà, tout à fait. Donc, ça c'est la partie après moi, mon travail à moi, après, pour commencer à développer la recherche sur la manière dont je vais concevoir les décors et tout ça. C'est d'essayer de traduire par des mots des adjectifs, des verbes, des suites de mots, et c'est traduire l'essence du scénario, quoi. Ce qu'il y a dedans, qui sont des choses qui vont me permettre après qui vont amener des images, en fait, qui vont m'aider à structurer les décors du film. Et donc là, on peut, je ne sais pas si on peut peut-être projeter là aussi, les documents. Si on peut mettre l'écran, si ça va marcher. Alors, ça a l'air de bouger un peu, c'est bizarre. Ouais, donc c'est vraiment comme des constellations de mots qui se répondent, quoi. Obsession. Ça a l'air bon, là. Bon. Hein, bon, voilà. Oui, et donc, on va faire un peu diaporama. Donc bon, voilà, j'ai compilé quelques documents qui sont extraits des premières pages du scénario et qui sont des mots qu'on évoque avec Fabrice ici en l'occurrence et tout ça, hein, qui était l'idée de la boue, du marécage, de l'enlisement, etc., qui sont les sentiments ressentis par Paul Chartier et tout ça dans sa recherche de la vérité. Et donc c'était essayer de voir comment les choses s'opposent ou se rejoignent et tout ça entre des choses cachées, la boue, ce qui est en bas, ce qui est en haut et tout ça. Et voilà, en tout cas, il y a là, par exemple, cette page-là avec le haut et le bas et tout ça, c'est sûr que ça, par exemple, dans le film, il y a plein d'exemples de ça. Hein, d'opposition dans les décors entre... oui, oui, il tombe, quand il cherche des trucs, quand il tombe dans la fosse et tout ça, il tombe dans des trous, il est dans une sorte de marécage. Il y a beaucoup de choses où des éléments qui sont utilisés après ici pour structurer certains éléments du film, certains décors et tout ça. Et donc oui, ça c'est la première étape, c'est de chercher tous ces mots avec des synonymes, etc., enrichir cette idée de vocabulaire pour essayer de concentrer ces 100 pages de scénario dans quelques phrases, quelques mots qui nous permettent de générer des images, quoi. Voilà. Et quelle est l'étape qui suit après ces mots? Est-ce qu'on commence alors après, une fois que j'ai défini une série comme ça d'éléments et tout ça qui sont là sur le côté que je peux illustrer visuellement à la suite du mood board, etc. À partir de ce moment-là, la première chose, c'est quand il y a une version du scénario qui est bien finalisé, on sait qu'on sera à peu près sur le même nombre de pages, même si vous voyez là que ça c'est une page du scénario, donc ça c'est en 2022 et c'est la version 14 du scénario. Et entre cette version-là et la version suivante, voilà. On voit que là, pendant la prépa du film, donc quand on était dans la prépa effective du film, donc on préparait les décors, il y a une version 19 qui est arrivée, donc il y a des changements et tout ça qui se font encore jusqu'au dernier moment. Et on voit des en tout dessins cas, voilà. arriver aussi. Ouais. Comment ? Et on voit les dessins arriver sur le
les feuilles aussi. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est Fabrice qui m'a fait découvrir les scénarios de Francis Ford Coppola et tout ça. Où en fait, il avait une technique de reproduction et où il annote ses scénarios. En fait, il les comme ça, il les traite, il les imprime en petite taille pour avoir des marges suffisantes autour de son texte pour pouvoir annoter sur le scénario, dans les séquences, etc. Et faire comme ça une lecture où la notation est possible. Et donc en fait, ça c'est l'étape suivante, c'est de lire le scénario et puis de commencer à griffonner des éléments qui me viennent à l'esprit directement, etc. Vraiment là, une sorte de premier jet comme ça de choses. Et donc, ce qui est important ici, c'est que tout ce qui se fait à ce moment-là est une base pour des discussions avec Fabrice et tout ça sur comment on va, quel type de décor on va repérer, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va chercher. Donc, c'est du travail en fait de développement, de discussion et d'aménagement. Et donc, il y a un aller-retour et tout ça. Moi, je lui pose des questions, etc. Et je pense qu'à certains moments, ce qu'on se dit peut l'aider, tout ça aussi dans son travail. En tout cas, c'est les premières étapes de recherche à partir du scénario. Et voilà, donc après ça, une fois que j'ai fait le dépouillement des décors, je fais une liste avec les différents décors dont on aura besoin. À partir de là, je fais une sorte de recherche. Oui, ça c'est d'autres éléments qui sont un peu liés à des planches de début de repérage qu'on a fait, d'éléments qu'on cherche et qui permettent de synthétiser un petit peu toutes ces recherches qui sont dans mon carnet et qui sont un peu, que vous voyez là, mais qui en général ne sont pas visibles, ne sont pas lisibles par... Donc là, on retrouve aussi bien les photos de repérage que les tableaux, que les et photos donc là, des comédiens. Il y a déjà quelques éléments. Et ça, c'est une planche. En fait, là, ce qu'on a ici, le début, c'est Paul Chartier. Donc, c'est ce qui concerne Paul Chartier. Et donc, le casting était déjà, déjà bien arrêté à l'époque. Et c'est des éléments d'une première maison de Paul Chartier qu'on avait trouvée et des premières recherches à partir des textes, des mots et tout ça qui ont été écrits, qui était que Paul Chartier, son univers à l'intérieur chez lui et tout ça est relativement épuré, puisque lui, c'est la recherche d'une vérité, quelque chose de vrai. Et l'idée, c'était que ce soit plutôt épuré et monochrome, quoi. Quelque chose de libre. Donc en fait, on était sur une sorte d'environnement, d'espace plutôt vierge et tout ça, plutôt vierge qui pourrait recevoir cette vérité. Voilà, il cherche quelque chose. Donc en fait, c'est vide parce qu'il cherche quelque chose. Quand c'est plein, il ne cherche plus rien parce que tout est là. Enfin, dans mon esprit. Donc ici, ce sont des références de beaucoup de peintures. Il y a quelques photos, mais il y a pas mal de peintures et tout ça qui évoquent ce que pourrait être l'atmosphère de l'appartement de Paul Chartier et de Jeanne. Donc j'imagine qu'après, il faut le trouver. Après, il faut le trouver. Oui, et donc ça ici, c'est important parce qu'à partir de ce moment-là, c'est visuellement, en tout cas, un des premiers éléments qui nous permet si on est d'accord avec Fabrice et tout ça, de se dire, quand on va faire des repérages et tout ça, on cherche, on a en tout cas des images en tête et tout ça, on a des références en tête. Tout ce travail, en tout cas, de préparation, sert à ça, à se préparer des références et tout ça pour qu'on on sache, quand on voit quelque chose, ce qu'on cherche, quoi. Et là, est-ce que ce sont des dessins une fois que vous avez trouvé ? Et ça, c'est l'autre aspect des décors, c'est plutôt l'espace, la construction de l'espace par rapport au scénario, à la lecture des dialogues,
aux personnages, à la mise en scène et tout ça. Comment est-ce que la séquence qui se déroule dans un espace, et là l'espace à ce moment-là est plutôt un espace abstrait. On part de rien puisque les repérages n'ont pas encore vraiment complètement commencé. C'est de dire qu'est-ce qu'il faut comme place pour que la séquence puisse se dérouler au mieux et tout ça. Alors ici, par exemple, c'était la séquence de la fusillade et tout ça avec les gens qui rentrent. Donc ils rentrent par derrière, ils passent dans l'espace, ils sont à plusieurs, ils sont cachés là. Où est-ce qu'ils vont? De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un couloir, on a besoin d'une pièce de quelle taille, etc. Où elle doit se trouver, à gauche, à droite, le couloir est où, etc. Donc ça, c'est voilà, une recherche. Donc c'est le faire pour voir comment ça peut fonctionner. Et ça, on en discute concrètement avec Fabrice et tout ça. Et donc il dit, oui, ça va, non, ça va pas, ça, je ne le voyais pas comme ça. Et lui, ça lui permet aussi tout à coup d'avoir en tout cas une visualisation de son scénario, certaines de ses séquences et tout ça, de se dire, ah oui, là je commence un peu à voir comment je pourrais découper, etc. Ce type de choses. Voilà, et puis avec des petits croquis qui permettent d'illustrer en 3D les plans, les petits plans au sol. Voilà. Donc on voit bien que là, on n'est pas encore sur les décors et il y a déjà un travail de préparation qui est énorme, surtout qu'on imagine que c'est sur plus ou moins chaque scène du scénario. Ça prend combien de temps ce travail? Ça prend... en général, on travaille 1 an et demi avant le début de... voilà, le temps qu'il écrive. Des fois, c'est plus longtemps, suivant les financements du film, les disponibilités des acteurs, enfin les aléas de toute production cinématographique. Mais ça prend évidemment un certain temps. C'est pour ça que c'est important d'avoir du temps. Donc ça, c'est tout le décortiquage. On a vu l'esthétique recherchée, les atmosphères, les besoins à la fois en termes de construction du personnage et de déplacement dans les espaces, etc. Mm-hmm. J'imagine que maintenant, on arrive au décor ou pas encore? Oui. Après ça, oui, il y a un truc un peu mis au... Voilà, en fait, tous les carnets là, que je vous montre là aujourd'hui, ces carnets-là, après, je les remets un peu au net pour qu'ils soient lisibles et tout ça. Je refais des schémas plus précis. Après, au moment où on en est là, on peut encore être à un stade où on se pose la question si les décors, on va les faire en décor naturel ou bien si on va les faire en studio. Ici, dans le cas de Maldoror, il y avait une coproduction allemande et donc la décision a été prise d'un commun accord avec Fabrice de tourner les décors intérieurs, donc les intérieurs des maisons en Allemagne en studio, et de faire tous les extérieurs en Belgique et notamment à Charleroi et tout ça, parce qu'en fait on a fait des repérages, on a été en Allemagne plusieurs fois en se disant est-ce qu'il y a la possibilité, et puisqu'il y a cette coproduction, il y a un pourcentage de jours et tout ça qui doivent se faire là-bas, et on a été voir ce qu'on pouvait faire en Allemagne. Et en fait, même si on était à Cologne, donc c'est dans la Ruhr et tout ça, il y a plein d'espaces industriels, il y a de la sidérurgie par là aussi, mais en fait dès qu'on était dans la rue, on est en Allemagne, quoi. Il y a pas de... C'est pas possible de transposer la ville de Charleroi en Allemagne. Ça fonctionne pas. Donc là, on s'est dit, on va faire un choix très radical puisque on ne peut pas utiliser les extérieurs, tout ça là-bas. On va réaliser tous les décors studios, on va faire tous les studios en Allemagne. Et donc après, il y a eu tout un travail que je ne montre pas ici, mais de préparation de ces studios, parce qu'il fallait faire un devis pour ces studios, c'est-à-dire le nombre de jours, le nombre de places, quel studio utiliser, etc., pour que les Allemands puissent, eux, voir si c'était possible chez eux, etc. Donc ça, c'est tout un travail. En studio, vous devez tout construire, on est bien d'accord?
En studio, vous devez tout construire, du coup. En studio, on doit tout construire et voilà, et il faut qu'il y ait un raccord entre le décor naturel, donc l'extérieur, et puis l'intérieur. Donc, il faut quand même aussi avoir le décor extérieur. Donc, l'extérieur de la maison Chartier, par exemple, si on l'a fait en studio, ce qu'on a fait parce qu'on avait besoin. On a tourné dans la vraie maison et dans le studio. Mais il faut évidemment faire ce raccord, mais voilà, et c'est évidemment un tout autre travail, c'est une toute autre manière d'envisager les choses, parce que on n'est plus dans une ville avec les vraies rues, les vrais gens sur place, les vraies atmosphères. Il faut se replonger dans quelque chose de beaucoup plus artificiel. Donc c'est pas forcément évident, puisque ici la volonté pour ce film, c'était d'être vraiment le plus près possible de la réalité et de la réalité historique de l'affaire et de la réalité de l'époque, puisque les choses sont liées et tout ça. Hein. Si on veut être crédible au niveau de la réalité historique, de la vérité historique, il faut que les détails de l'époque retranscrite et tout ça, retransposée, reproduite plutôt, soit exacte aussi. Et donc, voilà, c'est... Donc il y a tout un travail de documentation historique là-dessus aussi. Ouais. Pour, oui, le travail, retrouver, même si c'est pas si loin que ça, c'est quand même il y a 30 ans et le monde a changé, quoi. Oui, le monde, le monde a quand même, pas mal changé. Alors Charleroi nous a beaucoup aidé à ce niveau-là, au niveau des extérieurs et tout ça, parce que voilà, la ville, il y a plein d'endroits qui n'ont pratiquement pas bougé. Et oui, voilà. Donc là, c'est tous les dessins qui sont faits pour préparer les décors en studio. Et ensuite, quelle est l'étape suivante? C'est la construction, j'imagine Non, l'étape suivante, après ça, c'est de faire des repérages. Donc, à ce moment-ci, en fait, à l'étape où on était là, on se disait qu'on avait fait ce choix de l'extérieur-intérieur. Et voilà, sauf qu'il fallait quand même qu'on trouve tous les décors à Charleroi qui nous conviennent, pour qu'on puisse après les transposer au niveau de leur géographie, de leur espace et tout ça à l'intérieur. Donc évidemment, le studio laisse beaucoup plus de liberté au niveau de la conception, parce qu'on fait un petit peu ce qu'on veut, etc. On conçoit tout, donc ça va. Mais on est tenu par cet impératif d'avoir le décor extérieur d'abord. Et donc, voilà, après toutes ces étapes de recherche d'espace, etc., et après, finalement, que je continue un peu l'histoire j'espère que c'est encore relativement clair, l'histoire des décors et du studio, c'est que un mois avant la préparation du film, en fait, il s'est avéré que l'Allemagne n'arrivait pas à lever les fonds nécessaires pour faire le travail. Donc, en fait, tout à coup, tout change, toute cette possibilité de travailler en studio voilà, s'est arrêtée du jour au lendemain. Donc, il fallait travailler en décor naturel. Bon, alors, c'était un mal pour un bien, parce que entre-temps, Fabrice avait réalisé son film avec Béatrice Dalle, et c'est la première fois qu'il travaillait en numérique. Et en fait, il a développé une manière de travailler. Il a beaucoup apprécié cette rapidité de travail et d'exécution, toute cette légèreté avec le numérique. Et en fait, aussi le fait d'être, est-ce que je peux exprimer ça, d'être beaucoup plus vrai dans la manière de faire les choses, dans une sorte d'immédiateté de faire avec ce qui est là sur place, etc.
s'est avéré être une chose sur laquelle on s'est complètement retrouvés tous les deux, parce qu'en fait, en allant à Charleroi, en voyant les trucs, les décors, etc., on se disait, aller faire reconstituer des décors en studio, en Allemagne, autre part, alors qu'on travaille sur la recherche de la vérité, hein, puis bien dans la fiction que cette fiction qui influence notre manière de travailler, était un peu, on se disait, c'est un peu faux, quoi. Il y a quelque chose d'un peu artificiel. Donc en fait, à un moment, on s'est dit, ben, on va tout faire en décor naturel, on reste ici. Et finalement, tout ça ne se fait pas en Allemagne. Et ben, voilà, c'est très bien, c'est mieux même. Donc voilà. Donc à partir de là, on s'est à partir du dépouillement de tous les décors et de ce dont on avait besoin dans chaque décor, etc., de l'espace, etc., de ce qui avait à tourner dans les scènes, on a commencé à faire des repérages à Charleroi et tout ça, pour trouver ce qu'il nous fallait. Donc on a vu beaucoup de lieux. Et voilà, donc ça, c'est une maison Chartier qui est l'extérieur de la maison Chartier, qui devait être aussi l'intérieur, mais qui finalement a été tourné ailleurs. Donc l'intérieur et l'extérieur ne sont pas au même endroit. Et puis il y a quelques évocations de choses. Il y a quelques milliers de photos de repérage intérieur et extérieur. Et à partir du moment où on valide un décor qu'on estime être intéressant, ben, il y a tout le travail après de production, de gestion, de valider le décor, mais voir si on peut le louer, si les gens sont d'accord, combien ça coûte, le temps qu'il va nous falloir à préparer le décor, donc ce que ce décor naturel va nous coûter aussi bien en location, l'organiser et voir le temps de tournage, le temps de préparation des décors, et puis évaluer le travail qu'il y a à faire pour le budgétiser et voir comment, avec la prod, c'est possible, etc. Donc ça, c'est tout l'aspect, en dehors de l'aspect créatif, c'est l'aspect de gestion des... Il y a tout un aspect administratif, logistique, avec des tableaux Excel. Qui se développe avec l'équipe, une équipe bien précieuse. Voilà. Et en tout cas, c'est là le travail plus de production de la déco commence, quoi, à ce moment-là. Donc, ce que j'appelle depuis tout à l'heure, je suis trop pressée moi pour faire des films, visiblement. Je vais vous faire passer direct à la déco. Donc là, on y est. Voilà. Alors ça, c'est un premier. Premier décor. Donc c'est une illustration. Je le vois là, le truc. Donc, pas besoin de tourner. Je vais avoir un torticolis. Voilà. Donc ça illustre un peu un décor qui a été validé, dans lequel on a tourné, qui est un décor important, c'est le décor de Paul Chartier, sa maison, dans lequel il s'installe et tout ça. Et voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est que quand on travaille en décor naturel, hein, comme je l'ai dit, le travail de conception du décor, donc le travail vraiment d'esquisse réel qui va servir après à faire les plans, à faire le travail de construction s'il y a des choses à aménager, le travail de peinture, le travail d'ensemblage, tout ça à faire. Ce travail ne peut se faire qu'à partir du moment où on a validé un décor et on est sûr que c'est là qu'on va tourner. Parce qu'il y a après un gros travail qui d'abord passe par des esquisses, différentes esquisses comme celle qu'il y a là, qui intègre le mobilier, etc., suivant la description du scénario, etc., et l'ambiance qu'on a vue tout à l'heure, épurée. Donc il y a une série d'esquisses, et puis ces esquisses sont discutées avec Fabrice. Et on construit les choses comme ça. Et donc, ce travail qui est engagé, c'est un travail qui commence à être vraiment construit, donc qui se fait idéalement avant le début de la préparation du film, puisque la préparation du film, c'est le moment où tout le monde travaille concrètement sur tout ce qu'il y a à aller chercher, ce qu'il y a commandé, ce qu'il commence à peindre, à construire, à amener dans les décors.
voilà, donc c'est le côté spécifique du décor naturel, c'est que à l'opposé du studio, le studio, en fait, on peut concevoir complètement à l'avance les trucs, puisqu'on va aller le construire autre part, qu'on n'est pas contraint par les espaces, comme c'est le cas ici. Une porte là, une deuxième porte ici, la cheminée se trouve à gauche, et les fenêtres sont... Voilà, les fenêtres sont là. Donc là, tout ce travail, c'est fois 36 ou plus, parce qu'il y a énormément de décors dans le film. Enfin, oui, en fait, dans le film, il y a 36, je pense, entre 35 et 37 décors, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est Alexia qui est là, qui me dira si je fais des bêtises, si je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a dans les 35 décors, et on a 35 jours de tournage, quoi. Donc, on a un décor par jour. Et il y a des décors pour lesquels on a travaillé une semaine. Et qui se tourne en une journée. Donc, c'est une semaine de préparation, 3 jours ou 2 jours de remise en état après, pour une journée de tournage. Donc, ça s'enchaîne. Le planning, la gestion du planning par la première assistante déco est un travail assez exceptionnel. Donc, la mise en place du décor, elle se fait juste avant le tournage, en fait. Oui, parce que il faut louer. Alors soit ce qu'on préfère, ce sont des maisons qui sont vides, parce qu'à ce moment-là, on ne doit pas faire partir les gens, on ne doit pas enlever leur mobilier et tout ça. On peut partir de quelque chose une base saine, mais en tout cas, on planifie et on budgétise le nombre de jours de préparation, parce que tout ça coûte évidemment de l'argent, et on n'a malheureusement pas tous les décors pendant toute la durée du film, et à pouvoir nous organiser comme on pourrait le faire le plus facilement possible. Donc il y a un gros travail de gestion de planning et d'équipe et tout ça. Et des fois des équipes dédoublées, parce qu'il faut faire plusieurs chantiers de peinture ou de construction en même temps. Est-ce qu'on peut parler de l'équipe, justement? Ça représente combien de personnes? Quels sont les principaux postes? Avec qui vous travaillez concrètement sur la préparation des décors? Ouais, l'équipe peut être assez importante. Nous ici, ce film Mal d'Aurore est le film le plus ambitieux sur lequel j'ai travaillé. Donc on a pour nous une grosse équipe. Pour un film américain, c'est pas du tout une grosse équipe, c'est une toute petite équipe. Mais en tout cas, il y a d'abord une ou deux. En tout cas, là, il y avait 2 assistantes. Première, deuxième assistante déco qui gèrent les plannings, qui gèrent les plans, la documentation, les recherches et tout ça, et qui font le lien entre moi et les autres équipes. Donc après, il y a régie d'extérieur, ensemblage, donc c'est tout le mobilier, etc., les rideaux, tout l'ensemble des objets qui rentrent dans un décor. Et puis après, il y a avant, puisque l'ensemblage vient une fois que les peintres ont fini leur travail et que les constructeurs ont fait leur aussi. Donc il y a des équipes de constructeurs et tout ça, et en général, ils sont au moins 2, voire à 4 ou à 5 s'ils ont besoin d'être plus nombreux. Et puis, donc les peintres, ils étaient... On avait des équipes de 3 ou 4 qui travaillaient à un endroit, et puis des fois des renforts de 2 personnes à un autre endroit parce qu'il fallait peindre. Donc ça fait, là on est déjà à 12-13 personnes, et puis il y a les ripeuses et les rippeurs qui sont ceux qui charrient tous les éléments d'un endroit à l'autre, donc qui vont chercher le mobilier, les objets, les choses chez les fournisseurs, qui les ramènent, qui ramènent tout ça dans un stock, puisque les objets, on les rassemble d'abord à un endroit, puis après on dispatche pendant la durée de la préparation des décors. Et donc les rippers, ils vont forcément par 2, puisque quand on veut porter une armoire, il faut être au moins à 2. Et donc c'est des groupes de 2 personnes
qui sont 2, 4 ou 6, avec chaque fois un véhicule attitré pour aller chercher les... Donc là je pense qu'on était 25, 26, je pense, sur le film. Et il y a, je ne dois pas l'oublier non plus, il y a après tout l'aspect de la réalisation graphique et tout ça des éléments. Donc ici, on avait énormément de documents. Donc, on a refait tous les journaux de l'époque, les PV, les en-têtes de la gendarmerie, toutes les feuilles, tout ce papier en fait qui était nécessaire a été redessiné. On pouvait utiliser évidemment les logos et de la police et de la gendarmerie et tout ça, parce qu'on a eu l'autorisation. Mais voilà, il y avait un gros travail et documentaire, et puis après de réalisation par la graphiste qui sort tout ça et puis qui le fait imprimer. En plus de ça, tout un travail de réalisation, d'éléments, parce que depuis quelques années, comme je te le disais tout à l'heure, il y a, en fait, on ne peut plus, si on n'a pas l'agrément de la firme, de la marque ou de la société, ou de quoi que ce soit d'autre, ou de l'auteur, la possibilité d'utiliser des affichages lambda qui seraient dans la rue, ou des affiches, ou des trucs. Donc il faut forcément faire des demandes de droits, s'il faut payer des droits, combien il faut payer, etc. Donc il faut clearer tout ça. Donc ça, c'est le travail des assistantes, de gérer tout ça, de le lister et puis de l'envoyer à des bureaux qui gèrent la recherche des droits à payer pour ces trucs. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas chercher tout. Donc les étiquettes de bouteilles, les affiches dans une chambre d'ado, s'il y a des affiches de groupes de rock et tout ça, si on veut mettre une affiche de Cure, il faut demander à Cure s'ils sont d'accord. Et Cure, on va tout dire, ça c'est 5000 balles. Et donc on n'a pas les moyens. Et donc on doit refaire toutes les étiquettes des bouteilles, toutes les étiquettes de vin, de bière, de trucs. Alors on peut demander après à Jupiler s'ils sont d'accord. Et donc tout ça, c'est géré par des boîtes qui maintenant gèrent tout ça et sont rémunérées pour. Voilà. Et c'est le cas aussi pour le mobilier. Hein. C'est pas que les images visuelles aussi, de marque, c'est une table de Eames ou un fauteuil, une lounge chair de Eames dans le truc. C'est Vitra qui est propriétaire des droits d'édition de ce truc, et ils font payer des droits sur. Donc non seulement on loue donc un fauteuil à 3 000 €, c'est 10% par jour le prix, donc il y a un droit à l'image, 300 balles par jour la location, mais il faut en plus payer le droit d'auteur sur le fauteuil. Oui, et donc ça, c'est quelque chose qui est apparu depuis relativement récemment. Et voilà, et malheureusement, on ne peut absolument pas transiger. Et pour la prod, évidemment, c'est extrêmement important, puisque comme les films sont vendus dans certains pays, si les droits ne sont pas payés dans ce pays, le pays peut très bien ne pas retourner contre acheter le film. Donc c'est quand même extrêmement préjudiciable. Donc tout ça sont des éléments qui se rajoutent depuis un certain temps au travail de la déco. Donc là, on commence à avoir une vision d'ensemble de tout le travail qui est effectué. Des gens. Non, oui, on n'y est pas. Après, j'ai fait quelques images. Voilà, il y a quelques croquis qui sont un peu plus affinés. On avance tout doucement vers des choses plus précises. Et donc voilà, ça c'est des croquis, des propositions du salon avec le salon normal et puis le salon en mode obsession. Quand il colle, quand il devient obsédé par sa recherche d'informations et de vérité. Et voilà. Et après, il y a des éléments de lumière et tout ça qui peuvent rentrer un petit peu dans le décor. Alors ici, voilà, là on attaque. Donc je vous ai fait quelques planches un peu avant-après, comme ça montre un peu, ça démystifie complètement le décor de cinéma, parce qu'on se dit c'était comme ça. Mince.
Voilà, donc ça c'est la maison Chartier. Donc je suis resté un peu, essayer d'être un peu, suivre un petit fil, parce que je ne pouvais pas le faire pour tous les décors, c'était un peu beaucoup. Et donc on a la maison au-dessus qu'on a louée, qui est une maison à Quenast dans le Hainaut. Et donc la maison, elle était, toutes les images du dessus, c'est la maison avant. Et le bas, c'est la maison juste repeinte. C'est le premier élément. Et donc, dans cette idée d'épurer, etc., on a peint toute la maison en monochrome. Donc, c'était une expérience assez jubilatoire pour Alberto, notre peintre, notre chef peintre, parce que, en fait, tout a été peint à l'airless, donc en fait la maison va être rénovée. Tout ça, c'est une maison c'est en fait une des maisons sociales dans une cité. Et donc voilà, ils nous ont dit cette maison va être complètement refaite et tout ça. Donc en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez pu tout repeindre. Et donc on a tout peint à l'airless, donc c'est-à-dire que c'est un gros pistolet, très gros pistolet. Hein, donc il y a près de 150 litres de peinture dans des gros barils, dans des gros fûts. Et tout a été repeint au pistolet, du sol au plafond. Donc les choses ont été protégées, puis après, tout a été repeint. Parce qu'évidemment, le travail de repeindre, comme vous le voyez, la rampe qui a été peinte en une couleur, ou même en deux couleurs peut-être, les escaliers, etc. Enfin, c'est un truc de repeindre ça, de être peint au pinceau, parce que c'est pas possible autrement. C'est un peu un travail de fou. Donc, c'était une manière radicale d'arriver à nos fins, et qui produisait quelque chose d'assez particulier, quoi, comme atmosphère. Voilà, ça c'est la première étape de ce décor-là, qui a été repeint. Et puis après il a été aménagé avec l'ensemblage. Donc le mobilier est réinstallé et tout est dégagé. Et ici, en l'occurrence, voilà, on a l'idée, c'était d'avoir, dans l'idée du monochrome, avoir les vraies matières en couleur naturelle, et tout le reste, donc les armoires en bois peint ou en d'autres couleurs et tout ça, c'était d'uniformiser tout ça. Et donc, pratiquement tout a été peint en noir et tout ça. Donc, le mobilier que vous voyez là, tout était de plein de couleurs différentes, en fait, et tout a été refait de cette manière pour avoir ce côté monochrome, neutre et épuré chez Paul Chartier. Voilà, en opposition aux autres décors. Voilà, et ça c'est une série de croquis de le bureau de police. Donc ça c'est la police, et comme vous l'avez vu dans le film et tout ça, c'est un des nœuds de l'intrigue du film et tout ça, c'est évidemment la guerre des polices et ce qui en a résulté. Et donc, il y a ces deux entités policières qu'on a essayé de caractériser en ayant la police d'un côté très cheap et neuve, qui a l'air un peu préfabriquée et tout ça. Alors, ce sont des intentions qui n'engagent que nous. En tout cas, ce qu'il fallait, c'était créer un contraste entre la gendarmerie et la police. Très clairement. Et donc on a des choses qui sont beaucoup plus modernes entre guillemets, pour le bureau de police, beaucoup plus vide, et tout est un peu qualité approximative, et c'est plutôt froid, voilà, plutôt bleu. Et voilà, on a fait ça dans un bâtiment qui était la salle des fêtes de la maison communale de Marchienne-au-Pont. Et
Voilà, et en fait, on a le croquis qui se trouve à gauche. C'est l'organisation de l'espace et tout ça en fonction du scénario et du découpage avec les deux gendarmes qui viennent chercher des papiers, des renseignements, mais un peu en Stubeling. Et donc l'idée, c'était de le mettre. Il y avait tout un mur vitré en fait dans ce bâtiment. Donc l'idée, ça a été de coller ce guichet d'accueil, de le coller à la fenêtre pour que de l'intérieur, les gendarmes puissent voir arriver le brigadier de la police. Et que ça crée une tension supplémentaire en fait, qui est en tout cas au niveau de l'image et du jeu, la possibilité de jouer entre la vision intérieure et la vision extérieure. Donc l'architecture même du lieu est au service de la narration et tout à fait. de l'action qu'on veut. Tout à fait, c'est l'exploiter au mieux. Donc c'est travailler avec le décor naturel pour l'aménager et qu'il réponde le mieux possible à ce que le réalisateur veut et lui proposer le plus de possibilités. Alors, je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de slides, mais on va peut-être passer quand même la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires ou des réactions. Il y a jamais, la première question, il n'y a jamais. C'est toujours pas tout de suite. Bon, moi, j'ai encore des questions de toute façon. Est-ce qu'il y a encore d'autres slides ou pas vraiment? Oui, il y en a encore. Il y en a encore. C'est un peu la suite et tout ça. Enfin, là, c'est le décor fini. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'était des esquisses et tout ça, et puis on voit un peu la construction. Et puis là, on a une image de l'accueil réalisé, et puis l'intérieur de l'accueil avec le travail de la peinture et de la construction qui est... Oui, et puis là, tout le monde a encore les images fraîches à l'esprit du film, voilà. donc on voit bien l'évolution des lieux. C'est ça le truc. Voilà, ici, c'est un petit peu le même développement, sauf que c'est pour la gendarmerie. Et donc, ce qui était important là, c'était d'avoir quelque chose qui était justement inscrit dans une histoire beaucoup plus longue et tout ça. C'est plus de la gendarmerie. plus noble. Et donc, tout est beaucoup plus... il y a un côté plus établi, un peu plus, pas forcément précieux, mais plus... qui en tout cas parle d'une époque qui était la gendarmerie était plus riche, etc. Et c'est du bois, etc. avec des choses cloisonnées voilà. Et donc ça c'est dans un bâtiment à Bruxelles qu'on a trouvé très tard, mais qui était la très bien. version du plateau. Vous avez aussi la version du plateau pour les images de la gendarmerie aménagée. Ouais, voilà, ça c'est l'esquisse et puis ce que je trouve assez magique avec les personnes avec lesquelles on travaille et tout ça, c'est qu'ils travaillent tellement bien qu'on peut faire un dessin et puis en fait quand on regarde la réalité, on se demande presque même si le dessin n'a pas été fait après la réalisation du décor. J'ai une question parce qu'on a parlé des équipes nombreuses qui sont au travail, du nombre de décors, du temps de travail. Ça représente combien du budget à peu près en pourcentage d'un film? Les décors, j'imagine que c'est un gros poste. En général, le minimum, c'est 10% du budget général du film. Le budget déco, en général, est le budget le plus important du film, en général. Donc après, ça peut, pour des films d'époque en costume, avec des décors où il faut complètement tout réinventer, fabriquer, ça peut monter plus haut, mais en général, c'est ce qu'on... Il faut se battre quelquefois un peu pour avoir les 10%, mais c'est important de gérer ça. Après, le travail mon travail là, en l'occurrence avec l'équipe, et c'est aussi de faire que tout ça est possible et tout ça.
et d'optimiser toutes les possibilités qu'on a, quoi. Donc c'est vraiment de trouver des solutions artistiques qui s'inscrivent dans un budget, quoi. Là, on voit bien qu'il y a cette approche des décors naturels, ce choix qui a été fait finalement. Il y a une approche très artisanale de tout est construit, mais j'imagine qu'aujourd'hui, il peut arriver qu'on trouve des solutions numériques pour des décors qui sont parfaits, mais pas complètement optimaux, parce qu'il manque un élément du décor. On a parlé tout à l'heure d'un cas particulier sur le film. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que c'était intéressant. Oui, tout à fait. En fait, pour le film ici, Fabrice enfin, je parle à sa place, mais je sais pas où il est, mais il criera tu s'il n'est pas d'accord. Enfin, ne veut pas trop de VFX, enfin de fausses images reconstituées, d'effets spéciaux particuliers, puisque ici, la recherche de la vérité du personnage, c'était aussi notre quête à nous. Donc voilà, mais il y a des choses qui ne sont pas possibles, et notamment pour la fosse avec les cochons. On cherchait une fosse dans un garage, hein, donc évidemment trouver un garage, et puis il faut trouver une fosse et tout ça. Donc ça augmente la difficulté de recherche. Et puis finalement, on a trouvé un garage avec une fosse. Tout ça allait très très bien, sauf que finalement, il s'avère que c'est impossible de faire descendre des cochons dans une fosse, et c'est encore plus difficile de les faire ressortir de là. Et bon, il faut quand même, on s'occupe quand même de préserver le bien-être des animaux, hein, c'est obligatoire. Et donc ça n'allait pas. Et en plus, au niveau de l'espace, dans une fosse comme ça, avec un cochon, au niveau de l'espace pour le chef opérateur, voilà, il n'y avait pas la place. Donc on a décidé de reconstituer cette fosse en studio. Et j'ai des images comme ça, on le voit. Ça, c'est un peu le. Je continue un peu là-dessus. Ça, parce qu'en fait, on déborde très très fort. Là, voilà. Là, on a la fosse reconstituée avec une image avec les cochons, parce qu'en plus, dans cette fosse, il fallait une fange d'huile de quelques centimètres d'épaisseur pour que Paul Chartier s'enlise dans cette boue d'huile et s'enfonce dans encore un peu plus dans les ténèbres de son obsession, en quelque sorte. Voilà, donc il y avait pas mal de problèmes pratiques, et donc le studio là nous a permis de résoudre ces problèmes. Et donc après cette partie donc a été conçue avec la personne qui s'occupe des VFX et tout ça, qui fait l'incrustation, etc. Donc on a vu quelle dimension donner, comment orienter par rapport à la référence dans la réalité. Et donc le plan, à la limite, un plan où on voit Paul Chartier dans le vrai garage à l'extérieur avec l'eau qui coule et qui regarde du dessus l'intérieur d'une fosse qui est la fosse en studio, qui est réincrustée dans cette image. Et donc là, ça se fait, ça passe. Il me semble que ça passe très bien. On a parlé quelques fois du chef opérateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la relation de travail avec, parce que j'imagine qu'elle est très étroite et que vous discutez très tôt. C'est une collaboration précieuse. Oui, tout à fait. C'est depuis Alléluia, donc ça fait 12 ans maintenant. On travaille avec. Fabrice travaille avec Manuel Dacos, donc on a développé une méthode de travail qui nous est très, très personnelle. Donc en tout cas, moi,
exceptionnellement, avec Fabrice, je suis sur le plateau pendant tout le tournage, ce qui arrive très très rarement, puisqu'il faut s'occuper des décors, de les gérer, etc. Et en fait, voilà, je suis sur le plateau avec Fabrice et avec Manu, et en fait, on s'occupe de gérer au mieux tous les aspects visuels du plateau et tout ça, pour que Fabrice puisse s'occuper complètement du travail avec les acteurs, tout ça. Donc voilà, c'est très important pour lui que l'image soit très précisément gérée. Et en fait, la confiance qu'il nous donne, il nous fait confiance pour gérer ces aspects-là. Donc on fait ça à deux maintenant, on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre pour faire les choses, hein, mais on travaille en tout cas en collaboration et avec Manu Dacos, et ça permet d'avoir une exigence dans la qualité de ce qui se retrouve à l'image, quoi. C'est très important. Et puis moi je trouve que c'est très important que quelqu'un de la déco, en plus de l'accessoiriste, hein, après l'accessoiriste, on travaille aussi en rapport avec nous très très fort, et il fait son travail. Mais c'est très important de travailler avec le chef-op et tout ça, parce que ces contraintes de lumière, etc. Puis voilà. D'autant qu'il n'y a pas de lumière artificielle, oui, c'est que les lumières du décor, c'est ça ? La manière de travailler, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de spot, quoi. Ouais. Aucune lumière artificielle, donc il n'y a pas de lumière ajoutée en dehors de la lumière praticable, c'est-à-dire une lampe qui est allumée, un plafonnier ou quoi que ce soit d'autre, et les arrivées de lumière par les sources existantes, donc par les fenêtres, hein, là, la lumière arrive par la fenêtre, et il n'y a absolument aucune source de lumière additionnelle dans le décor. J'ai une question ici. Attends, on va vous passer un micro, parce que... Ouais, merci, on vous écoute. D'accord. Bonjour, bonsoir. Bonjour. J'aime vraiment beaucoup, hein, c'est super intéressant tout ce que vous racontez, continuez, même si on déborde. Moi je voulais savoir, parce que je travaille dans le dessin animé, donc on a aussi tout un travail de préparation avant, mais ça n'a pas grand chose à voir par rapport à pas mal de choses comme les sets, puisqu'il faut les dessiner depuis le début, et puis bon, bref. Moi je voulais juste savoir si vous aviez un storyboard aussi, parce que j'imagine que vous mettez tout en place, les sets, les accessoires, et puis vous avez les fenêtres, vous regardez avec le chef opérateur comment agencer tout ça, mais j'imagine que vous avez quelque chose en plus que le script, parce que déjà, rien que pour la lumière, voir un peu aussi au niveau des cadrages, j'imagine. Oui, tout à fait. J'en ai pas parlé, j'ai oublié d'en parler, mais Fabrice... travaille avec storyboard, et donc le storyboard, c'est le découpage des séquences, et ça aide énormément évidemment à affiner les choses et à voir comment vont se tourner les scènes. Donc c'est très très important, et c'est d'ailleurs ce qui rend aussi important la présence tout au long du tournage et tout ça, parce qu'en fait moi je lis le jour à jour et tout ça le soir et le matin avant d'aller, pour être bien sûr que tout se trouve partout, et en fait je sais pas comment on peut faire sans être présent. Enfin, j'ai du mal à imaginer que le chef déco ne soit pas là quand il doit y avoir tellement de choses déjà, moi, il y a des choses, quand je vois les rushs et tout ça, je me dis, ah mince, ici, il y a un truc qui va pas, et donc, quand on n'est pas là, il y a... voilà. Et après, cette exigence que Fabrice génère et à laquelle on adhère complètement,
en fait, elle ne peut se réaliser qu'à travers une collaboration fidèle, quoi. Ça ne peut se faire qu'à partir du moment où il travaille plusieurs fois avec des personnes qui ont appris à le connaître et qui font pas n'importe quoi, qui ne prennent pas possession de. Parce que voilà, c'est arrivé que oui, entre le plateau et la préparation de la déco, si on n'est pas là, en fait, le chef-op, après, lui, il dit, bon, la lumière, moi, dans ce truc, la lampe qui est là, je vais la mettre ici, celle-là, je la mets là, il bouge tout parce que, pour son image, il le fait comme ça. Donc, cette sorte de manière de faire peut être très dommageable par rapport à... Alors, des fois, ça peut pas poser de problème du tout, hein, mais en tout cas, c'est Walter van den Eede, qui est un chef opérateur flamand d'un certain âge, qui est un super chef opérateur, et c'est lui qui m'a parlé de tout ça il y a un peu plus de 20 ans, au moment de mon premier long métrage. Et en fait, qui m'expliquait les choses et qui me disait que là, c'était la génération des chefs-op qui disait on va travailler à l'étalonnage, mais il faut que quand on tourne, même le dessous de la table soit éclairé pour qu'après on puisse décider si oui ou non on le garde. On peut l'assombrir, on peut l'enlever, mais si on l'assombrit tout de suite, on ne pourra plus revenir en arrière. Alors tout ça, c'était un peu une certaine époque, mais en tout cas, il y a une attention portée qui est de toute façon très importante. Et cette relation-là, elle s'établit au fur et à mesure du travail, quoi. Travail dans les films. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question ? Alors, je pense qu'on est effectivement largement débordé. Mais avant qu'on ne se quitte, j'ai quand même une dernière question pour vous. En général, il y a plein d'étudiants, étudiantes qui sont présents ici ou de jeunes professionnels. Quel est le conseil, soit le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné pour faire votre métier, ou alors un conseil que vous aimez bien donner aux gens qui viennent travailler avec vous pour la première fois sur un plateau ? Qu'est-ce que vous leur conseillerez ? Dans mon métier, dans ce métier de la déco, le meilleur conseil, celui dont je me souviens le mieux en tout cas et que j'applique, c'est un conseil de Pierre Renson qui disait que le décor, en fait, quand on réalise un décor et tout ça, soit pour une pub ou pour autre chose, il faut que le décor soit plausible pour tout le monde, même pour les gens qui vont venir, pas seulement à l'image quand on va tourner une séquence dans ce décor, pas seulement à l'intérieur du cadre, avec la lumière, tout ça. Il faut que quand on arrive et qu'on voit le décor, qu'on y croit complètement. Donc les personnes physiques qui arrivent, donc les techniciens, les gens qui arrivent sur le plateau, il faut que tout le monde y croit, qu'il y ait quelque chose. Et je trouve que c'est quelque chose de très très juste sur la manière dont on peut travailler. Si les premiers spectateurs y croient, tout le monde y croira derrière. Oui, voilà, je pense. Je pense que c'est quelque chose que j'applique dans le travail. Et sinon, pour les étudiants, en fait, on a un projet avec Alexia Gorin de créer une structure de formation, d'apprentissage, spécifiquement dédiée au décor de cinéma. Parce qu'en fait, il y a absolument pratiquement rien. Donc il y a il y a des capsules, il y a des modules, il y a des cours, des petites choses. À Saint-Luc, il y a Catherine Cosme, je crois, qui donne quelques heures à Saint-Luc pour les étudiants de design d'intérieur, je pense.
mais qui est un cours théorique, hein, qui est juste une... voilà. Et donc, il n'y a rien. Et par rapport à toute une série de choses, des décors, de la récupération des décors, de l'éthique, de la durabilité, de l'économie, de la manière dont les choses évoluent, et aussi, je pense, pour la visibilité et la reconnaissance. la visibilité de ce métier de la déco. Je trouve que ça serait important d'avoir quelque chose qui existe pour ces praticiens, parce que je pense que le métier économiquement devient de plus en plus complexe, et que donc il y a beaucoup de choses à défendre et beaucoup de choses à apprendre et à gérer, et tout ça pour pouvoir correctement faire ce travail. Et que donc il va falloir développer des armes, des outils et des armes supplémentaires. C'est bien noté, je crois. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette riche conversation, pour avoir partagé avec tellement de passion avec nous. Alors, avec plaisir. Je vais dire Merci. 2 choses et je crois qu'Éric va rajouter autre chose. Le film est sorti hier en Belgique, il est ici au Palace. Parlez-en autour de vous, c'est super important pour la vie du film que vous soyez ses ambassadeurs et ses ambassadrices. Et alors, la prochaine masterclass, c'est... Oui, donc la prochaine masterclass, on parlera encore de l'histoire de la Belgique, mais quelque chose de peu plus positif, puisqu'on parlera d'Eddy Merckx. Donc, il y a un documentaire sur Eddy Merckx qui sortira le 26 février. Nous, on fera une masterclass le 27 février. On parlera d'écriture documentaire. Voilà. Merci et conseillez Mal d'Aurore à vos amis et vos proches. Merci beaucoup.